Tantôt, t'as mentionné justement quelque chose de très très intéressant. T'as dit que la première chose qu'il faut faire dans un courriel, c'est d'aller chercher l'attention de la personne. Et complètement raison, c'est très très logique d'ailleurs. Mais est-ce que t'as des frameworks, est-ce que t'as des espèces de recettes qui s'appliquent un peu, que tu peux appliquer dans à peu près n'importe quel business pour être capable d'écrire des textes de vente persuasifs? Il y en a un certain nombre qui existent. Il y a tout un tas de recettes en fait qui ont été qui ont traversé les générations. Moi j'adore aller relire des pages de vente qui datent des années 80, des années 70. Tu remontes jusqu'à dans les années 1920 avec un monsieur qui s'appelle Claude Hopkins, qui a un bouquin qui s'appelle Scientific Advertising, la publicité scientifique. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait il existe des biais en fait dans l'esprit humain, où l'esprit humain va traiter les informations d'une certaine façon, et si tu peux adapter ton message à ces informations, voilà, tu vas avoir un impact qui est efficace. Et une de ces formules qui est vraiment universelle, c'est AIDA. C'est AIDA pour attention, intérêt, désir, action. C'est l'ordre dans lequel tu dois présenter les éléments de ton message de manière à avoir le maximum d'impact. Donc au départ, tu dois capter l'attention des gens. Tu dois leur montrer quelque chose d'étonnant, de surprenant, d'intéressant, important pour eux. Et ensuite, tu dois leur raconter quelque chose d'intéressant, de différent. Tu dois leur permettre d'approfondir dans ton message. Et ensuite, tu dois créer du désir. Tu dois leur montrer en quoi l'appel à l'action que tu t'apprêtes à faire est important pour eux. Et finalement, tu dois faire cet appel à l'action clair, direct et précis. Et ça, c'est un modèle, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ce modèle AIDA, il est fractal. Donc, dans une pub Facebook, tu peux adapter le modèle AIDA dans une pub Facebook. Tu peux adapter le modèle AIDA dans un email et tu peux adapter le même modèle dans une page de vente. Donc, tu vas avoir un truc qui fait 5 lignes, un truc qui fait voilà quelques dizaines de phrases et un truc qui va une page de vente énorme. Et en fait, tu peux toutes les décomposer en ces différentes étapes. Et la raison pour laquelle ça existe, c'est parce que tu as, selon moi, voilà, c'est comme ça que l'esprit humain va traiter les informations. Donc voilà, le modèle AIDA, c'est un excellent modèle. Il existe d'autres modèles qui sont utiles, qui rentrent dans ce framework. Par exemple, moi, ce que j'appelle la technique de la boule de cristal, c'est l'idée de créer des visualisations pour les gens, et c'est une façon de faire du storytelling de manière à ce que les gens puissent se projeter dans ton histoire. C'est de manière à donner les bons détails, c'est de manière à donner le bon arc narratif à ton message. Parce que pour moi, qu'est-ce qu'on sait, c'est que les êtres humains sont naturellement conditionnés pour écouter les histoires. Et c'est comme ça que, à l'époque, avant d'avoir l'écriture, c'est comme ça qu'on passait la connaissance autour du feu. Il y avait un gars qui racontait son histoire et qui allait te raconter l'histoire de comment il a attrapé un mammouth ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on allait passer la connaissance. Et ça veut dire que biologiquement, génétiquement, l'être humain est conditionné pour faire attention à ces histoires et surtout pour les mémoriser. Et donc, il existe tout un tas de systèmes. Et là, ça remonte encore plus loin. D'ailleurs, je t'ai parlé des années 20. Le système de storytelling, il remonte à Aristote. Tu vois, ça remonte à des millénaires, en fait. Et tu peux utiliser ces systèmes-là, ces structures d'histoire qui sont universelles pour capter l'attention des gens, pour leur faire passer un message qui sera mémorable et que les gens pourront retenir. Et ça, souvent, c'est quelque chose que tu vas utiliser pour, par exemple, soit capter l'attention dans le A, soit créer le désir, tu vois, pour un produit. Donc, l'attention, ce serait une histoire surprenante, une histoire de transformation. Le désir, ça sera l'histoire de quelqu'un. Ben, au départ, ce mec-là, c'était un gars qui avait une difficulté, il avait un problème, comme toi aujourd'hui qui m'écoute, et je vais te raconter l'histoire de comment ce mec-là a surmonté ce problème. Et ça met en valeur la solution, ça met en valeur le problème que tu ressens aujourd'hui, donc tu peux te connecter à cette histoire et tu peux suivre. Donc là-dessus, j'ai quelques vidéos qui peuvent être intéressantes sur les gens. Si vous allez voir sur Marketing Mania et puis vous allez voir les vidéos sur le storytelling, c'est un sujet que j'ai vachement creusé, en particulier sur l'idée de la structure. La structure d'une bonne histoire revient tout le temps. Que vous regardiez un mythe grec, que vous regardiez Star Wars ou que vous regardiez une page de vente qui cartonne, il y a en fait la même structure qui est suivie dans l'histoire qui est racontée. Et puis, cette structure-là, si je peux me permettre, ressemble à... C'est quoi les éléments principaux? Les éléments principaux, c'est
un personnage principal, un héros, ça c'est important. Donc tu vas suivre une personne. Donc plutôt que de me raconter, vous savez, parfois les gens ont un problème pour perdre du poids, etc. Non, je veux que tu me racontes l'histoire de Monique qui a eu un problème pour perdre du poids. C'est important. Il faut qu'il y ait un personnage, parce qu'on peut pas s'accrocher à une généralité. Par contre, on s'attache à un personnage. On va s'attacher à Monique. Donc tu as un personnage qui a une situation de départ. Ensuite, tu vas avoir un événement perturbateur où tu vas avoir une situation. Donc, Monique avait du mal à perdre du poids et un jour, il doit y avoir un truc où elle est poussée à bout. Mettons, par exemple, Monique a envie de perdre du poids, elle a jamais vraiment réussi, elle a testé différents régimes et un jour, elle doit se marier et elle doit rentrer dans sa robe de mariée et d'un coup, elle doit perdre du poids et rien n'a jamais marché, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Ensuite, tu dois avoir une découverte, tu dois avoir le personnage, le héros doit passer un univers alternatif. Il doit faire une découverte, il doit sortir de sa zone de confort, il doit partir à l'aventure, métaphoriquement ou techniquement. Donc dans Star Wars, il part à l'aventure quand il va partir de Tatooine sur le vaisseau et il va rencontrer Obi-Wan Kenobi, etc. Dans ce cas-là, ça peut être Monique a découvert le régime paléo et elle s'est mise à faire ça et tout d'un coup, elle a eu un résultat. Et au final, tu dois avoir la transformation et tu dois avoir le résultat. Et tu as une situation finale où le héros revient au final à son point de départ, mais en étant transformé. Et donc Monique revient et elle se marie et elle a été transformée par ce régime paléo et elle a été elle est heureuse, etc. Et tu me racontes tout ça. Donc là, c'est une histoire vraiment simple de structure, mais c'est en gros les éléments fondamentaux, les pièces constructives, et n'importe quel film que tu regardes, en fait, va suivre une situation de départ, un élément perturbateur, une découverte, voilà, et un point de confrontation finale, une difficulté, et puis après un épilogue où tout est bien qui finit bien, etc. Et à chaque étape de ça, c'est utile de donner un élément visuel, de décrire une scène, de décrire la scène où Monique se rend compte que la vache, rien ne fonctionne, tu vois, de pouvoir concrétiser ça, plutôt que de le dire de manière abstraite, de raconter la scène où elle rentre chez elle et elle essaye sa robe de mariée qui a été spécialement préparée, elle en est super fière et elle s'aperçoit qu'elle n'arrive pas à la fermer et tout d'un coup elle stresse, elle sait pas quoi faire, etc. Tu vois, de donner cet aspect, j'en fais peut-être un peu trop et les gens se diront peut-être que c'est caricatural, mais c'est parce que je l'invente comme ça en disant et je veux donner un exemple, de donner une scène visuelle, une scène dans laquelle les gens peuvent se projeter. Par exemple, dans la séduction, tu vois, quand on racontait une histoire comme ça, bah, il fallait qu'il y ait un moment, parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu des problèmes avec les femmes, qui a jamais trop réussi, etc. Mais il fallait qu'on raconte la scène, qu'il fallait qu'on raconte le moment où il n'en pouvait plus, où c'était le point de craquage. C'est comme dans un film. Tu vois, et si tu veux raconter que ton personnage est pas bon avec les femmes, par exemple, ou a du mal à perdre du poids, tu veux pas avoir une voix off qui dit Jean-Jacques avait du mal à parler aux femmes qui l'intéressent. Il faut que tu aies une scène visuelle où il interagit avec quelqu'un et où on te montre par l'exemple qu'il a ce problème-là, tu vois. Et je pense que la force d'une histoire, c'est aussi ça, et de donner les bons détails et de permettre aux gens de se projeter, de s'identifier, sans avoir derrière le marketeur qui te dit tout ce que tu dois penser, parce que tu tires les bonnes conclusions de l'histoire qu'on te raconte. Très fort. Et puis, dans ces histoires-là, justement, est-ce que tu penses qu'on pourrait insérer un vilain ou insérer un anti-héros, justement, pour rendre l'histoire encore plus intéressante? Dans le sens que, moi, aussitôt que tu m'as parlé de la fille qui veut perdre du poids, instinctivement, je me suis dit, on pourrait parler de tous ces magazines qui nous proposent des images irréalistes du corps, de tous les trucs de fitness qui sont en fait des lobbies de compagnies de suppléments. On sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre. Il y a tellement trop d'informations. La personne se sent perdue, elle se sent submergée d'informations. Et tout ça à cause des méchants capitalistes qui veulent vendre des pilules miracles. Et un jour, elle est tombée sur quelque chose d'excessivement simple et de facile. Et là, il y a eu une transformation justement à cause que, tu sais, dans le sens qu'il y a plusieurs enjeux qui s'affrontent, ce qui rend, selon moi, là, l'histoire plus captivante à cause que tu te sens comme investi émotionnellement, justement, à cause que tu parles de la personne tu sais, tu parles de Monique, la personne va s'identifier à Monique et tu vas parler des personnes ou des mouvements sociaux qui nuisent à Monique, qui font en sorte que Monique est où ce qu'elle est présentement, tu sais, de mettre la faute un peu sur les autres personnes pour déculpabiliser le lecteur qui est en train de lire. En tout cas, je suis en train de, un peu comme toi, de faire du brainstorming, là, d'inventer des choses au fur et à mesure. Mais justement, quand on pense à une personne très très précise et qu'on se met à parler de son histoire, instantanément, ça nous
ça nous rend empathiques en réel. Comme que tu disais, là, quand on était autour du feu, v'là 20 000 ans, et que c'est comme ça que le savoir se passait, je sais pas, j'ai juste envie de savoir la suite. Est-ce que Monique, elle a réussi? Est-ce qu'elle a réussi à avoir sa robe de mariée? Puis est-ce qu'elle a perdu le poids qu'elle devait perdre? Effectivement, et surtout non, mais t'as raison, sur l'histoire d'avoir un ennemi, un méchant. C'est utile pour plusieurs raisons. Tu l'as dit, pour déculpabiliser les gens. Tout d'un coup, tu parles de perte de poids, les gens ont un grand niveau de culpabilité par rapport à ça. Ils se disent je n'ai pas réussi, etc. Ça permet aussi de simplifier le problème, de personnaliser les choses. Tu sais, pourquoi est-ce que toutes les marques, pourquoi est-ce que beaucoup de marques vont avoir un porte-parole? C'est parce que tout d'un coup, on s'identifie, on a plus de facilité à se représenter un être humain qu'un concept abstrait. Donc un concept abstrait comme la perte de poids, si tu peux dire ok, c'est ce méchant gars qui est la responsable et donc on va lutter contre lui, d'un coup tu donnes un visage à ton problème et du coup tu peux mieux définir ta solution. Donc voilà, il y a cet aspect-là. L'autre aspect évidemment, c'est que ça rend ton personnage principal plus sympathique, parce que dans tout bon film hollywoodien, le méchant est toujours beaucoup plus fort que le héros dès le départ. Et c'est un combat héroïque pour pouvoir surmonter ces probabilités qui sont pas de ton côté. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.